vous avez regardé des séries historiques récemment à la télévision? Ou bien juste des films? Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé si c'était normal que genre à chaque fois qu'on regarde un film qui se passe au Moyen-Âge, on a l'impression que les gens ils savaient pas se laver, ils avaient les dents dégueulasses et ils étaient tout le temps sales? Ou genre qu'à l'Antiquité on faisait que se battre? Ou encore qu'au 19e siècle on a l'impression qu'ils vivent dans un tableau style impressionniste? Et oui, dans cette vidéo, nous allons parler de romantisation de l'histoire, ou plutôt de quel rôle les séries, la télévision, ou tout simplement l'imaginaire qu'on peut avoir autour de certaines périodes historiques, qui souvent ont été créées par la fiction, eh bien, viennent alimenter certaines croyances qui sont fausses sur l'histoire et sur notamment des périodes spécifiques. Là, je parle surtout de l'Antiquité et du Moyen-Âge, dont on a finalement peu de sources, et donc c'est le folklore et la porte ouverte à tout. En plus, une grande partie du temps, tout cela est alimenté par un imaginaire qui est produit par les pays qui sont américains, puisqu'une grande partie de nos films proviennent d'Hollywood, et pareil, au niveau de l'histoire européenne et de l'imaginaire qu'ils en ont, c'est pas toujours ça. Hein. Bref, que ce soit le cinéma ou la littérature, souvent on reprend du coup un imaginaire, on le tord, on le réécrit et on en fait quelque chose qui est de l'ordre de la fiction. Alors, c'est pas forcément problématique en soi, à part dans certains cas très spécifiques que je citerai et sur lesquels je reviendrai, mais par contre ça va participer à de fausses croyances et à des clichés qu'on peut avoir sur des époques. L'objectif n'est pas forcément de mentir, c'est juste en fait d'émouvoir ou de choquer, ou en tout cas de créer un imaginaire mythifié, et c'est ça qu'on va chercher à comprendre dans cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que c'est que la romantisation? Ce qu'on appelle la romantisation, c'est utiliser l'histoire comme un décor ou une base qui va nous servir pour un univers fictionnel. L'objectif, c'est de créer un univers, une belle romance, de choquer, de raconter, de partager des émotions, mais pas de faire un cours d'histoire. C'est donc la différence qu'on peut avoir entre une fiction ou tout simplement un documentaire. C'est-à-dire que quand on va avoir un documentaire, on va chercher à se documenter avec des sources fiables. Quand on va être dans la fiction, on va être sur une réécriture dont l'objectif, encore une fois, est souvent de partager des émotions. Donc on va recréer tout un imaginaire pour pouvoir ensuite tisser un récit, mais on n'a pas forcément pour objectif d'être fiable et véridique. Prenons quelques petits exemples assez concrets de tout ce que je suis en train de raconter. Déjà, les péplums. Oui, vous savez, ces films type Gladiator ou encore Troie, où nous avons des choses qui, historiquement, feraient grincer pas mal d'historiens spécialistes de l'Antiquité. Enfin, les font déjà grincer des dents, pour être tout à fait honnête. Alors déjà, faut savoir une chose, c'est que dans Gladiator, il y a un petit problème, c'est que les personnages, ils parlent davantage comme des héros de film et comme des gens qui seraient plutôt actuels, que comme les Romains se seraient exprimés, par exemple. Bon, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres problématiques qu'on va retrouver dans ces films, c'est notamment au niveau de tout ce qui concerne les armures. Elles sont pas historiquement fiables. Vraiment, la différence qu'on peut avoir entre Achille, Coco Brad Pitt, ou Maximus, du coup, dans Gladiator, eh bien, non, il se baladait pas comme ça. Enfin, déjà, il y a beaucoup trop de peau, là. Désolé, messieurs. Bon, et puis, vraiment, si on parle de fiabilité historique, faut déjà savoir que si on prend Troie, le problème qui va se passer, c'est que le film Troie, il est basé sur l'Iliade. Or, l'Iliade d'Homère, c'est déjà un récit qui est, entre guillemets, fictif. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que Homère, déjà, on ne sait pas si c'était une seule personne. On suppose que c'était un mélange d'Aèdes. Donc, les Aèdes, ce sont des poètes qui chantaient. Donc, c'est une mise à l'écrit de récits qui étaient à la base oralisés, qui sont basés sur les mythes qui étaient liés aux Grecs et qui vont se référer à des figures mythologiques. Donc, les historiens ne sont pas totalement convaincus que les héros tels Achille, notre ami Ulysse, ou encore les dieux qui seraient intervenus dans la guerre de Troie aient réellement existé. Tout veut dire qu'ils sont même très sceptiques vis-à-vis de ça. Néanmoins, ils savent que ça participe quand même à l'imaginaire des Grecs, à leur religion et à leur éducation. Toutefois, la seule chose que les historiens peuvent nous dire, c'est que oui, il y a bien eu une bataille à Troie. Non, n'en déplaise à Homère, ce n'est pas possible qu'il y ait eu 100 000 hommes sur le site. C'est géographiquement impossible en fait, ça peut pas contenir autant de personnes. Donc, disons que l'image créée par le cinéma du film 3 est quand même très extrapolée. Bon, puis on a aussi beaucoup de romances dans cette histoire, hein, Achille, Briséis et compagnie. Bref, ces films, que ce soit Gladiator ou 3, se basent sur l'émotion et non pas sur la fiabilité historique. Mais encore une fois, c'est pas forcément ce qu'on leur reproche. C'est juste pour montrer qu'on est dans une romantisation, c'est-à-dire que là, en fait,
on raconte une histoire selon un prisme, mais par contre ça va nous contribuer à nous faire croire que une grande partie des batailles se passaient de cette manière-là, ou que une grande partie des choses sont vraies. Sauf que non en fait. Ou alors on sait pas. Bon, après on a tous les films qui sont plutôt liés au Moyen-Âge. Alors très souvent, on nous présente cette période comme une période sombre et violente. Alors, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu non plus de choses sombres et violentes au Moyen-Âge, néanmoins c'est un peu réducteur. Faut pas oublier que techniquement on considère en termes d'ères historiques telles qu'elles sont catégorisées en Europe, que le Moyen-Âge commence à la chute de l'Empire romain en 476, donc au 5e siècle, et qu'il va jusqu'à la découverte des Amériques en 1492. Ce qui fait quand même une période de 1000 ans. Donc en 1000 ans, en fait, il s'est pas passé que des choses sombres et de régression. C'est même une période, en fait, où il s'est passé énormément de choses en matière de découverte, d'invention scientifique, de progrès. Alors oui, c'est vrai que c'est aussi une époque qui est marquée par la religion, qui est marquée aussi par un morcellement des différents empires, par la reconstitution de différents royaumes. Néanmoins, c'est pas une époque où il s'est rien passé. Genre, c'est pas les gens se sont endormis pendant 1000 ans, il y avait un âge sombre, puis pouf, ils se sont réveillés à la Renaissance et tout était merveilleux. Bref, tout ça pour dire que soit quand on a des films du Moyen-Âge, on a un univers qui est sombre et violent, soit on a des chevaliers qui sont en train de se battre avec les héros et ils ont des grandes valeurs de chevalerie et un cheval. Soit on a des banquiers, des femmes qui sont là, qui sont bien habillées, qui tissent ou qui brodent toute la journée. Bref, bon, si c'était ça la vie au Moyen-Âge, on risque d'être un peu déçus quand même. Hein. Bon, et puis après on a aujourd'hui tout ce qui est très à la mode, type les romances modernes. C'est-à-dire que, en ce moment, il y a un grand truc qui consiste à remettre au goût du jour des périodes historiques. Alors moi je trouve que c'est un truc un peu qui a un non-sens, parce que c'est-à-dire que l'histoire, c'est le passé. Donc remettre au goût du jour du passé me semble un peu anachronique. De la même manière, j'ai un petit peu de mal, mais ça c'est très personnel, avec ces séries prétendument historiques, parce que, en fait, pour moi, on peut pas les taxer de séries, de films historiques. Certes, l'histoire sert de décor, néanmoins, en termes d'historicité, bon, c'est pas exactement ça. Et surtout, on est dans une volonté de moderniser l'histoire. Donc là encore, j'ai un peu de mal, parce que l'histoire, c'est le passé, ça se réfère à un contexte, à une époque, à une culture donnée, à une manière de penser qui est propre à cette époque. Du coup, en fait, si on applique notre manière de penser actuelle à une époque ancienne, on n'est pas dans de l'histoire, en fait. Mais bon, bref, c'est très à la mode en ce moment, type, par exemple, les chroniques de Bridgerton. Bon, là, clairement, l'histoire, ça ne sert que de toile de fond à une intrigue sentimentale. Et c'est ça, justement, le petit point que je voudrais aborder, c'est qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est la romance. Et la romance, en gros, on veut la mettre à toutes les sauces. On veut faire de la romance psychologique, on veut faire de la dark romance, on veut faire de la new romance, on veut faire de la romance historique. Sauf que c'est pas historique, en fait. C'est juste un décor, un spectacle, une toile de fond, que sais-je. Bref, oui, j'ai un petit problème avec les romances historiques. D'autant qu'il y a quand même certaines maisons d'édition qui osent des choses, mais alors totalement improbables. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur un truc que j'ai vu cet été qui m'a heurtée, choquée, sur lequel j'ai quand même beaucoup tourné pendant quelques semaines. À savoir, je fais vraiment ma petite parenthèse rapide, mais pour vous résumer la situation, il y a eu deux gros moments qui ont ponctué mon été. Il y a eu l'annonce par les éditions Salammbô de cette romance prétendument historique, avec une jolie petite couverture qui fait très romance de Noël, avec des flocons, où nous suivons donc l'histoire d'une jeune femme qui habite à Metz et qui va tomber amoureuse de l'Obernstarnführer, un bel Allemand. Un SS, quoi. Bah oui, parce que c'est très glamour, un SS, c'est vrai, bah oui. Alors attention, je suis encore une fois pas en train de dire, il n'y a pas eu de relation romantique, amoureuse, peu importe le nom qu'on y met, entre des Français et des Allemands, ni entre des SS et des Français. Néanmoins, j'attire surtout l'attention sur le fait que quand on écrit, quand on est auteur et quand on est une maison d'édition, quand on est un éditeur et qu'on publie, on a quand même une responsabilité. Bon, j'ai déjà donné mon avis sur tout ce qui concerne la dark romance, c'est-à-dire le fait de romantiser des tueurs en série, des violeurs, que sais-je encore, des psychopathes, des stalkers. Mais alors, là, j'ai un problème personnel avec le fait de romantiser la figure d'un SS. C'est-à-dire que je considère quand même que dans un contexte actuel de montée des extrêmes, peu importe le pays dans lequel nous nous situons, commencer à nous raconter des histoires entre des SS et des femmes en nous expliquant qu'au fond, il n'était pas vraiment un monstre, bien sûr, hein, il avait des bonnes raisons de faire ce qu'il faisait,
c'est un peu dangereux. Parce qu'en fait, on banalise la figure du mal, on le glamourise, et surtout si on regarde la photo, si on regarde la couverture, ben, on a l'impression que c'est juste un truc mignon. Voilà. Alors là, je suis pas du tout en train de taper sur l'autrice. Moi, je parle vraiment aussi sur la responsabilité éditoriale en termes de couverture. Cette couverture, elle envoie l'image que c'est une petite cosy, mignonne romance de Noël. Bon, si on veut faire ce type de sujet, déjà pour moi, il faut bien se renseigner. Ensuite, il faut faire attention, encore une fois, à bien tourner les choses. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des relations entre Allemands et Français. Déjà, il faut distinguer le soldat du SS. Hein. L'un a été incorporé souvent de force dans la Wehrmacht, tandis que l'autre, très généralement, en fait, est acquis à la cause du régime, et c'est quand même les principaux artisans génocidaires du Troisième Reich, donc bon voilà. Mais surtout ce qui me gêne ici, c'est qu'en fait, je suis pas en train de dire l'histoire elle est blanche, elle est noire, dans le sens c'est facile en fait, bien sûr que non, l'histoire est hyper complexe, et bien sûr qu'il y a eu des trucs super compliqués, néanmoins une grande partie des relations qui ont été tissées entre les SS et des gens qui étaient sous occupation, ou dont le pays a été envahi, soit c'est des viols, soit c'est des choses où les gens se sont forcés, et si c'est pas le cas, faut quand même savoir que la plupart des femmes qui ont eu des relations avec des Allemands ont ensuite été tondues en place publique, ou leurs enfants ont ensuite été oubliés un peu dans le sens où on a gommé une partie de leur histoire. Donc bref, j'ai un peu de mal avec ça, vous avez peut-être compris. Quoi qu'il en soit, c'était pas le pire, le pire c'était ça. Donc ça c'est l'histoire apparemment d'une SS qui tombe amoureuse d'une femme juive. Bon là rien ne va dans la couverture, rien ne va, c'est-à-dire que déjà si vous regardez la prisonnière, elle a les cheveux longs, quid des cheveux coupés dans les camps de la mort. Elle a une petite robe en matière de pyjama rayé, et la SS est très glamourisée, sans compter qu'il y a quand même un brassard avec une croix gammée. Bon bref, tout ça pour dire que ça a fait mon été. En tout cas, cette couverture, elle a été bannie d'Instagram, merci beaucoup. Je rappelle quand même que la croix gammée, elle ne peut pas être utilisée à part à des fins pédagogiques ou par des historiens, mais en aucun cas pour glamouriser quelque chose. Quoi qu'il en soit, ce que je veux montrer là, c'est qu'ici, on est sur un décor d'histoire glamourisé, romantisé, et que j'ai un petit peu de mal avec ça, j'avoue. Parce que je rappelle quand même que Auschwitz, c'est pas un parc d'attractions en fait. Hein. Genre, non. C'est comme il y a des gens apparemment, une copine m'a raconté ça il y a pas longtemps, qui, du temps de Pokémon Go, allaient chasser des Pokémon à Auschwitz. Parce qu'il y avait des smogogos dans les fours à crémation. Bref, vous avez sûrement compris que c'était un sujet qui me tenait à cœur, et j'ai oublié de dire que quand on se met à publier ce genre de choses, le problème c'est qu'on gomme les victimes, on oublie toute l'horreur qu'il y a derrière, et il y a des choses vraiment, c'est pas acceptable. Bref, je me suis égarée du sujet là, mais bon, pour revenir sur la romantisation, tout ça pour dire qu'en ce moment, la grande mode, c'est justement ces romances historiques, et mettons les romances SS mises à part, avec le bad boy torturé dans les camps de la mort. En ce moment, on est vraiment sur ce truc de je veux apporter les valeurs de notre époque, donc c'est-à-dire je veux donner des valeurs modernes, d'égalité des genres, d'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, adaptées à une époque. En soi, il y a un côté chez moi qui trouve ça cool parce que je me dis c'est bien en fait de montrer de la tolérance, de montrer de l'inclusion, voilà, ça c'est une bonne chose, mais d'un autre côté, il y a mon esprit historien qui se dit c'est pas historique en fait, c'est pas historique, il y a des trucs qui vont pas, genre ça va pas. Après c'est bien de vouloir réhabiliter l'histoire, c'est juste qu'encore une fois, l'histoire, là c'est transformé en un décor fictif, parce que dans la réalité, c'était pas ça. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on appelle ça romance historique, alors que c'est pas historique. Je sais pas si vous me suivez. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains aussi. En fait, pour revenir sur le côté histoire-décor, c'est que là, l'histoire ne sert qu'à embellir quelque chose et qu'à finalement servir un petit peu d'arrière-plan pour pouvoir être au service de la fiction. Et puis alors, vraiment, c'est ce que je vous disais, une grande partie des séries ou des films qu'on regarde sont produits par Hollywood, et alors, les Américains, ils adorent dramatiser l'histoire. Je vous conseille d'aller regarder Pearl Harbor, c'est fantastique. Tenez, prenons un exemple assez récent, le film Napoléon, qui a été fait par nos amis américains. Alors il est tout sauf historique, hein, et justement j'ai été en formation aux Invalides avec l'IPR d'histoire géo et des profs d'histoire géo dans le cadre du fait que je sois référente classe défense. On se baladait dans le musée en regardant notamment des costumes et en se disant que ils auraient peut-être pu venir voir les vrais costumes d'époque, histoire d'être assez fiables dans le film. Mais non. Pourquoi faire après tout? Voilà, les costumes, en gros, dans les films, il faut qu'ils soient beaux à regarder. Ce que la plupart du temps, ils étaient pas dans la réalité. C'était pas forcément de beaux tissus, c'était pas forcément des belles couleurs, ou alors en temps de guerre, ils étaient dégueulasses, désolé. Et en fait, ils étaient pratiques, mais pas beaux. Enfin, je suis désolée, mais en fait, une armure qui brille en plein soleil, c'est très joli.
mais c'est pas pratique pour un soldat et la plupart du temps, elles sont bousillées les armures à force de se prendre des coups. Elles brillent pas, hein. Désolé Brad Pitt. Ouais, puis les robes de la Renaissance aussi. Non mais alors ça aussi, regardez Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y a une grande partie des décors qui sont très inspirés justement, ou même des tissus, des robes qui sont très inspirés de certaines périodes, notamment de la Renaissance, ou enfin un peu plus tardivement, parce que c'est plus l'histoire moderne. Du coup, bah là ça se réfère plus à la guerre des deux roses en Angleterre, mais quoi qu'il en soit sur ces costumes d'époque-là, enfin désolé, mais en fait c'était tout sauf pratique. Les robes de la Renaissance, elles sont ultra longues. De même, par exemple, dans certains films, les robes que sont portées, qui sont d'inspiration moyenâgeuse, prenons par exemple Outlander, le nombre de fois où elle court, j'ai envie de lui dire, je sais pas comment tu fais pour courir, parce que dans les faits, tu peux pas courir avec des robes comme ça. C'est fait pour t'empêcher de courir en fait. Donc c'est pas possible. Mais bon, les films, je sais, c'est pas des cours d'histoire visuelle, hein, c'est là pour nous distraire et non pas pour nous informer. C'est là toute la différence de la fiction. Après, ça veut pas dire que c'est pas amusant ou esthétique et que vous avez pas le droit de les voir, hein. Je veux dire, moi, la première, je les regarde, je trouve ça drôle. De la même façon, je prends un grand plaisir à regarder les chroniques de Bridgerton, donc jette pas la pierre aux gens. Mais je regarde les chroniques de Bridgerton pour Simon et Anthony, pas pour la véracité historique. Ou 3 pour Achille et Patrocle. J'adore Patrocle. Bref, ce que je veux surtout dire, c'est pourquoi, en tout cas, il faut faire attention. Bien sûr, encore une fois, comme je vous disais, je ne vous défends pas de regarder des séries et des films historiques. Faites-vous plaisir, ça c'est votre kiff, y a pas de problème. Par contre, là où il faut faire gaffe, c'est surtout que, encore une fois, le problème des films, des séries ou même de la littérature, c'est qu'on mythifie l'histoire. Et le risque, entre guillemets, c'est que finalement, on ne sache plus tellement ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la fiction. Bon, comme je vous disais, il y a certaines relations qui vont être romantisées, qui sont en fait des relations qui relèvent de l'interdit ou qui sont même très dangereuses, et là, qui risquent de participer à une banalisation du mal. C'est le cas du coup des romances avec les SS, vous l'avez compris. Donc ça, c'est pas illégal hein, de publier ou de faire des films dessus, mais c'est moralement discutable, on va dire. Et pour ma part, je trouve pas ça très éthique. Et je me demande aussi si dans le contexte actuel, romantiser des SS, c'est vraiment nécessaire. Il y a aussi tout ce qui concerne l'effacement et la simplification des détails. Encore une fois, certaines périodes historiques qui sont réduites à une seule vision qu'on en a. Encore une fois, le cas du Moyen-Âge, où on a l'impression que c'est juste une période sombre et oubliée et violente, alors qu'en fait, il s'est passé un tas de choses au Moyen-Âge, notamment sur la fin du Moyen-Âge. Et aussi, on gomme finalement les nuances, parce que pareil, la Renaissance, on la voit comme la quintessence de l'art, de la lumière, ceux qui reviennent du coup de Byzance, les bras chargés de toutes ces connaissances et puis de ce savoir antique qu'ils ramènent. Mais en fait, on gomme le fait qu'à la Renaissance, il y a aussi eu des choses qui se sont pas forcément bien passées. Et notamment, je rappelle quand même que la Renaissance, donc qui débute on va dire au XVe siècle, on est aussi sur le moment de la forte colonisation de la part des Européens en Amérique. Donc, en fait, la Renaissance qui dit « Oh, c'est beau, quelle belle période de renouveau des arts, de découverte scientifique, patati, oh patata, oh patati, oh patata. » Oui, en attendant, on a aussi mis en esclavage une grande partie des gens, on les a déportés avec la traite négrière de l'Afrique jusqu'en Amérique dans le cadre du commerce triangulaire. Et certes, oui, bien sûr, nous avons eu énormément de choses qui sont arrivées en Europe, merveilleux. C'est juste qu'on les a volées aux Américains, en fait, les gars, donc voilà. Et puis au passage, les Amérindiens, ils sont morts, hein, je rappelle. Et puis il y a le fait qu'on met toujours en lumière certaines périodes historiques plus que d'autres. On parle beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale, on parle de certains films inspirés de l'Antiquité et des grandes batailles. On va parler, je vous disais, de la Renaissance ou d'un Moyen-Âge ridiculisé. Par contre, certaines périodes de l'histoire, ça n'existe pas. Voilà. Typiquement les Grecs, on nous parle toujours de mythologie grecque, mais on nous parle jamais de la véritable vie d'existence des cités grecques. Le 19e siècle, il n'appartient qu'au littéraire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a que Maupassant et les impressionnistes qui ont pu faire quelque chose au 19e siècle. Ou alors, il y a Émile Zola avec Germinal, mais à part les industries, on nous dit rien d'autre. Le 16e, 17e siècle, on a l'impression qu'à part Louis XIV, il y avait rien d'autre. Et encore une fois, il y a aussi autre chose, c'est, je vous disais, une grande partie du cinéma provient d'Hollywood. Alors, même si aujourd'hui, les films de Bollywood ou les dramas coréens ou ce genre de choses tentent de concurrencer un peu, en fait, souvent, on a une vision du monde qui n'est donnée que par un prisme, et on oublie en fait une grande partie aussi des histoires. C'est-à-dire que on n'a pas une histoire du monde à part égale. On a une histoire du monde qui est centrée sur certaines périodes historiques, sur certains lieux. Par contre, on a certaines histoires dont on n'entend pas parler. Genre l'histoire, je sais pas, des différents pays sur le continent africain, l'histoire des différents pays au Moyen-Orient, l'histoire de l'Asie, tout ça, on sait pas, ça n'existe pas. Voilà, donc tout ça pour dire que la fiction historique, c'est intéressant pour se distraire, mais que ça ne remplace évidemment pas des recherches historiques, un esprit critique et
faut quand même les regarder en gardant à l'esprit que c'est pas de l'histoire en fait, c'est un décor historique. Voilà, donc en gros, comment on fait pour distinguer la romantisation de l'histoire véridique? C'est de toujours vous poser des questions quand vous regardez justement ces films ou quand vous lisez ces livres sur qu'est-ce qui sert au décor, qu'est-ce qui sert à l'intrigue, qu'est-ce qui sert à l'émotion, à la dramatisation, par rapport à qu'est-ce qui est une information que je veux vous donner, qui là serait une véracité historique. Après, vous pouvez aussi regarder si alors l'auteur ou dans le cadre d'un film, peut-être dans les données plus techniques du film, s'ils se sont inspirés sur des vrais témoignages, sur des sources fiables aussi, pour savoir justement comment la personne, les scénaristes, l'auteur, les réalisateurs ont travaillé pour pouvoir réaliser ce film. Mais surtout, il convient de garder, comme je vous disais, un sens critique, c'est-à-dire de se rappeler qu'on est ici sur une esthétisation de l'histoire et non pas sur une réalité. Bref, donc le jour où vous verrez un jeune homme à la télé de 18 ans traverser le pays dans une armure scintillante sur un cheval, ne prenez surtout pas de notes pour votre exposé d'histoire. Bref, l'histoire est un formidable outil pour la fiction, mais ce que vous regardez ou que vous lisez n'est pas forcément la réalité. Profitez de la fiction, mais n'oubliez pas de rester curieux et d'aller toujours vérifier l'information par vous-même. Et sur ces belles paroles, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.